Bonjour tout le monde et bienvenue dans le troisième épisode de Devex Talks. Je suis votre hôte Diana Todea. Donc cet épisode est un peu spécial, comme vous pouvez l'entendre, nous allons enregistrer en français. Et pour ça, j'ai mon invité avec moi, Xavier Pestel. Xavier a sa propre chaîne YouTube dédiée à la découverte et à l'apprentissage de technologies. Un impressionnant total de 140 000 abonnés et plus de 2000 vidéos. Waouh! Donc, Xavier, je vais te laisser te présenter et nous parler aussi de ta passion dévorante pour la technologie. Bonjour à tous et merci pour l'invitation pour Devex Talks. Je suis vraiment très content de pouvoir participer. Merci également pour la communauté francophone parce que c'est vrai qu'alors on va sûrement en parler dans cette vidéo, ce podcast, de pourquoi aussi en français et pourquoi il y a plein de côtés inédits avec ce côté francophone qui est extrêmement intéressant. Ma passion pour les technologies, c'est quelque chose qui est arrivé il y a maintenant une petite dizaine d'années, on va dire. Alors j'ai un parcours, je vais pas trop revenir dessus, mais j'ai un parcours qui est un petit peu sinueux, qu'on va dire, où j'ai pas toujours travaillé dans l'informatique. L'informatique m'a toujours suivi. J'ai toujours eu l'occasion de faire de l'informatique dans mon travail, même si mon travail n'était pas basé sur de l'informatique. C'est-à-dire qu'au tout début, même si j'avais un métier administratif, je m'amusais à faire des bases de données Access pour accélérer le traitement de choses, etc. J'ai fait du traitement cartographique, ce genre de choses aussi. Enfin voilà, j'ai toujours aimé ça et même avant de commencer professionnellement, j'avais mon petit Amiga 500 à la maison où je faisais du multiplan ou des choses comme ça. Enfin bref, voilà, ça a toujours été ma passion, mais voilà, j'ai pu la pratiquer dans le cadre professionnel un petit peu tardivement. Il y a maintenant une petite quinzaine d'années, un petit peu. Et en fait, au tout début, ça a été assez étonnant, mais je l'ai pratiqué sans forcément être passionné de l'administration système, parce qu'il me manquait, on va dire, un projet un peu personnel pour pouvoir trouver que c'était vraiment quelque chose qui me triturait l'esprit, en tout cas, ou qui intellectuellement, en tout cas, me stimulait beaucoup. Et ça a demandé un petit peu de temps, en fait, pendant presque 3 4 ans, quand j'étais administrateur système. Je faisais mon métier, j'apprenais beaucoup de choses, quoi, en fait. Mais en fait, voilà, quand je revenais chez moi, je continuais à apprendre des choses, mais c'était pas encore la grande passion que j'ai actuellement pour ça. Pourquoi? Je sais pas trop, quoi, en fait, mais voilà, je l'ai toujours pratiqué à côté, mais c'était pas encore j'étais pas transcendé par ça. Et puis en fait, j'ai trouvé, à un moment donné, le début. Alors ça a été un blog et puis ensuite, la chaîne YouTube, mais c'est ce qui a, on va dire, fait briller, un peu plus les choses pour moi, parce que voilà, par le passé, j'avais déjà eu une chaîne YouTube, j'avais déjà eu un blog sur d'autres thématiques, j'avais déjà fait, comment dire? Du partage d'expérience ou en tout cas de l'explication, de choses auprès de public. Ça m'a toujours plu, quoi, en fait. C'est un truc, je l'ai fait auprès d'agriculteurs, je l'ai fait auprès de professionnels, dans des domaines des fois où c'était même, plutôt, comment on va dire? Un peu tendu parfois comme contexte. Là, quand je suis arrivé dans la tech, au début, j'ai pas tout à fait découvert ça et j'ai retrouvé ce concept-là. À quel moment? En fait, le déclencheur, ça a été, ma volonté d'apprendre quand même les choses. Et pour apprendre les choses, je me suis rendu compte que, en les expliquant à quelqu'un d'autre, on les apprend, mieux, en tout cas me semble-t-il. C'est mon avis personnel, mais Mhm. ça aide, personnellement à apprendre un peu plus facilement les choses, à poser les choses aussi, à bien les poser dans sa tête. Moi, j'ai besoin de ça presque quasiment pour pouvoir, apprendre certaines choses. En ce moment, par exemple, je fais de l'IA, alors j'écris plein de trucs partout, sur plein de bouquins, de plein de bouquins, de plein de vidéos, et cetera. J'écris plein de choses dans plein de blocs-notes, mais bien sûr, ça découlera certainement dans quelques temps, sur la chaîne. Alors pourquoi ça découle pas sur la chaîne? C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que, pour l'instant, je considère que j'ai pas encore les notions suffisamment acquises pour pouvoir les expliquer à quelqu'un d'autre, en fait. Donc voilà, la chaîne pour moi est quelque chose qui est très important pour ça. Et puis, il y a le deuxième effet, hein, quand on rentre dans ce cercle, virtueux, quoi, en fait, hein, c'est que, première chose, déjà, on apprend soi-même en créant le support, quoi, en fait, hein, quelque part, en ayant ce côté pédagogique. Et puis le 2e effet, qui se coule, le 2e effet en tout cas,
c'est le fait d'avoir des retours en fait de la communauté qui apportent de la motivation supplémentaire en fait pour pouvoir percer plus loin. Alors j'ai pas eu énormément de retours techniques, on va dire, de la communauté, c'est-à-dire techniques au sens où challengé par la communauté techniquement Mmh. pour faire des choses en fait. Mmh. Mais malgré tout, ce qui est avant tout le plus important, c'est les retours motivants, souvent positifs, même je vais dire à 99% presque c'est positif. Heu et sur des publics aussi que je voulais toucher quand j'ai créé la chaîne. Quand j'ai créé la chaîne au tout début, je me suis trouvé alors ça les choses ont pas mal évolué aussi en alors la chaîne a 7 ans, hein, maintenant, Ouais. mais les choses ont pas mal évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, je trouve que, on avait des gens qui étaient considérés un petit peu comme, des pointures, hein, il y en a toujours maintenant, hein, il y en a tout le temps, il y en aura toujours. Et puis il y a les gens un petit peu plus en retrait, on va dire, techniquement, et qui se considèrent souvent, comme avoir moins un petit peu le droit à la parole, ou en tout cas et se mettent un petit coup de pression, s'isolent un petit peu, en se disant: «Non mais je peux pas poser ce genre de questions» et cetera. Ce qui Mmh. était le cas, moi, au tout début, je me sentais pas du tout légitime. Par exemple, les premières vidéos, c'était Docker, je me sentais pas du tout légitime de faire ces vidéos-là. Pourtant, j'ai commencé à les faire, mais plus, comme je le disais tout à l'heure, plutôt pour un côté un petit peu personnel, pour, renforcer mon apprentissage. Je me suis dit: «Ouais, je vais me prendre des mauvais commentaires, les gens vont être critiques» et ça a été tout le contraire, quoi, en fait. C'est là où ça a été extrêmement intéressant, ça a été tout le contraire parce qu'en fait, bah, c'est le pourquoi aussi de la chaîne. J'avais suivi des formations et cetera à l'époque et en fait, les gens, dans le process d'explication, dans les documentations, dans les vidéos qu'on trouvait, les gens tout de suite montraient des choses assez complexes et Mmh. pour moi ne partaient pas d'un niveau, vraiment, on va dire le plus bas possible pour toucher le plus de monde possible, en fait. Ce qui est plus trop le cas maintenant. Maintenant, ça a beaucoup évolué, alors beaucoup d'objets de comment de tools open source maintenant sont aussi couplés à une entreprise à côté et c'est ça qui est plutôt bien aussi, c'est que derrière l'entreprise, elle a besoin aussi de faire connaître son produit et pour faire connaître son produit au plus grand nombre, bah, faut le donner accessible au plus grand nombre, faut l'expliquer au plus grand nombre. Ce qui à l'époque était pas tout autant le cas qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve. Et du coup, bah, ça a plutôt fonctionné dans ce sens-là parce que moi j'ai pris pour chaque technologie que j'ai en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pour les premières technologies et ça a validé un petit peu mon process. Je suis parti du concept de zéro qui est la manière dont j'élabore mes vidéos sur la chaîne. Alors je sais pas, on peut partager si on veut, on Oui, partagera peut-être. peut-être ça après comme tu veux. Là, on est dans la phase un petit peu d'introduction, mais en fait, mon pattern qu'on retrouve, sur la chaîne, si on prend, un peu n'importe quel, tutoriel, donc tout est classé en tutoriel quoi, en fait, hein. Et ces tutoriels, en fait, permettent d'aborder les choses de manière, séquentielle. C'est-à-dire que, hop là, on va avoir la pub, mais on va la bypasser. On va aller directement ici, voilà. Oui, Toc. on peut le laisser. Voilà, sans la pub, c'est mieux et en fait, comment on fonctionne? Ben, on va avoir quelque chose qui est un peu graduel. Donc on a une vidéo d'introduction qui est très générique. Souvent, j'aime bien aussi rappeler un peu l'histoire de la technologie en question. Je trouve que c'est important de l'histoire explique, aussi d'où on vient et de pourquoi adopter aussi cette technologie. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc j'essaye de faire un peu d'historique et de big picture, on va dire, sur la technologie. Et puis ensuite, les concepts et les définitions, ça, je trouve, c'est quelque chose qui est extrêmement important Ouais. parce que ça permet de parler tous le même langage, quoi, en fait. Donc c'est pas forcément pour reprendre les gens quand les gens utilisent pas le bon terme, mais c'est plus pour se dire, ok, dans cette série de vidéos, on va utiliser ces termes-là et ça signifie ce genre de choses. Et souvent derrière les définitions, ça permet d'aborder les concepts et de mieux poser les concepts. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Et puis ensuite, séquentiellement, bah, je fais l'espèce de hello world de la technologie en question. Puis Oui. ensuite, graduellement, évoluer avec les clusters, etc. Bref, voilà où j'en suis arrivé, d'où vient la chaîne. Le blog, donc c'est ce blog-là, hein, c'est xavki.blog. Donc ça, c'était le tout premier pas. En fait, c'est là où j'ai commencé à mettre quelques blocs-notes. Et bon, maintenant, je le maintiens moins. Et puis à côté, on retrouve un dépôt GitLab, en fait, pour la chaîne. Donc chaque playlist contient est séquencée. En fait, si on prend, là, par exemple, j'ai fait une playlist
présenter le cloud Infomaniac, mais plus généralement pour faire du cloud, quoi, en fait, apprendre aux gens à faire du cloud, du monitoring dans le cloud, avec du Victoria Metrics dedans et du Victoria Logs également. Et là, il y a, je sais plus, une centaine de vidéos, et on retrouve les vidéos numérotées, donc en lien avec les répertoires qu'on retrouve dedans. Donc, Voilà. j'aime beaucoup cette côté personnel que tu as expliqué au début. Donc, c'était pour toi, la motivation, c'était 100% personnel. Pour toi, c'était d'apprendre, de pouvoir expliquer pour toi-même, non, les conseils, la technologie, et aussi avoir cette progression, non, dans la technologie. Et j'aime beaucoup ça parce que, bon, aussi en parlant avec les autres invités, aussi les autres membres de la communauté, open source ou pas open source, c'est ce côté de commencer dans l'open source, de commencer à partager avec la communauté, mais plus du moins du point de vue personnel. Parce qu'on n'est pas, ce n'est pas des experts, non, on ne peut pas entrer directement dans la communauté sur ce niveau-là d'experts. On ne peut pas, comment dire, faire la liaison avec les gens d'une haute perspective comme ça, d'une haute position. Et c'est très important de faire l'introduction dans certaines technologies et d'avoir aussi une motivation personnelle. Pour moi, c'était la même chose et j'aime beaucoup que tu as touché ce point-là. J'aime beaucoup aussi le côté narratif que tu as expliqué dans ta progression dans les vidéos, c'est-à-dire pas entrer très brusquement dans une technologie, toujours nous dire le contexte, toujours nous donner un peu d'histoire. Et je crois que ça entraîne beaucoup les gens, ça fait la liaison avec la communauté et ça motive toujours les Et gens de poursuivre, non? anecdote, par rapport à ça, ce qui est assez marrant, alors comme je disais tout à l'heure, il y a 99 des retours qui sont positifs. Ce qui est assez marrant, c'est au tout début, en fait, ce schéma-là, certaines personnes ne le comprenaient pas. Les personnes qui avaient un niveau plus technique au début, on était plutôt dans le read the fucking manual, qu'on va dire. C'est-à-dire les gens disaient: «Mais ça non, c'est les Git, en fait, on le sait, voilà, il y a et on le sait, c'est pourquoi faire une vidéo dessus?» Et en fait, parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés, quoi, en fait. Du coup, les gens se rendaient pas compte, en tout cas ce type de ce profil de personnes plutôt, se rendaient pas compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'être accompagnés, mais plus en amont, quoi, en fait, plus en amont en partant d'un petit peu plus loin. Et c'est pas, on va dire, c'est pas une peine, c'est pas un problème, c'est juste, voilà, ça fait partie d'un écosystème. Dans un écosystème, il y a, comme tu dis, il y a les experts, il y a aussi et les experts, généralement, il y en a moins que, les personnes qui sont, bah, les doers, hein, qui sont en bas, qui sont aussi très importants. Quand on constitue une équipe, hein, c'est la preuve, quand on constitue une équipe, bah, on va pas prendre que des experts généralement, on va avoir des experts plus des doers derrière qui, eux, vont être là, qui vont être articulés avec les experts et cetera, pour travailler en bonne intelligence. Mais oui, tu as complètement raison et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a switché au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que maintenant, comme la chaîne a beaucoup plus d'abonnés, il y a une sorte un petit peu alors je vais pas dire d'autorité, mais de notoriété en tout cas, qui fait que les gens me font plus cette remarque-là parce ils se sont aperçus qu'en fait, généralement, bah, ce fonctionnement-là marche et finalement, c'est un fonctionnement un petit peu pédagogique. Un professeur dans une école adopte les choses comme ça généralement, et ça me paraît, assez normal, quoi. Enfin voilà, ouais, c'est un peu mon sentiment. Après, chacun a sa manière de de fonctionner. Non, tout à fait. Donc moi, juste de expliquer un peu, donc j'ai pas fait une formation technique, donc je viens du côté de la philosophie politique. Donc moi, j'ai étudié Ah! beaucoup des années de philosophie politique aussi en France en moment, aussi en Angleterre. Mais en fait, tu vois, l'intelligence humaine est vraiment flexible. C'est-à-dire, si tu peux expliquer les conseils, si tu peux introduire euh, n'importe quel sujet. Et bon, tu attires, non, tu attires les gens et le faire explorer cette curiosité. Donc, tu peux attendre des résultats excellents. Donc, c'est pour moi, c'est aussi c'est le point clé, non, d'attendre, donc, entendre la communauté aussi la faire motiver. Et, bon, au principe, tu as dit que tu as aussi un blog, non, la partie écrite, en disant plus traditionnelle.
Ouais, Euh, c'était ça, bon, ouais. Ouais. et si tu peux nous montrer un peu, parce que moi, bon, aussi, je viens des blogs, donc je fais aussi des blogs et aussi j'aime écrire beaucoup. Et pourtant, la partie de vidéo, c'est assez récente pour moi. Donc, je voulais te demander exactement, tu as je ne sais pas, un contenu préféré, c'est-à-dire le vidéo, l'écrit ou les deux, et comment tu trouves la réaction des utilisateurs à partir du contenu? Alors c'est une très très bonne question. Parce qu'en fait, alors, ce qui m'a fait démarrer avant la chaîne, c'était le blog. Le blog a existé avant la chaîne, à peu près 1 an avant la chaîne. Alors bien avant, en 2003, j'avais commencé à faire des blogs dans le domaine immobilier, rien à voir. Des blogs. J'avais même des fermes de blogs à l'époque. Je faisais du SEO, etc. Enfin, plein de choses comme ça. C'était ma passion. Et mais le blogging, ouais, c'est ce qui m'a fait quoi. C'est par là où je suis rentré dans le côté tech, qui m'a montré qu'en fait, il y avait un besoin en fait d'expliquer simplement des choses. Mais en fait, le blog, c'est le truc maintenant que je fais quasiment plus du tout. Alors c'est assez marrant. Il y a le alors le pourquoi aussi est assez intéressant, c'est qu'en fait, je mets presque plus de temps maintenant à faire un article de blog qu'à faire une vidéo. Alors, c'est très particulier à moi, mais en fait, les vidéos que je fais, je les fais sans montage. Vraiment, je démarre et je finis à la fin, quoi, en fait. Je fais pratiquement 0 montage. Ce qui fait qu'en fait, bah, il faut un travail de préparation préalable qui, quoi qu'il arrive, je le ferais si je faisais un blog, quoi, en fait. Donc du coup, on va dire le temps de préparation est à peu près le même. C'est-à-dire, si j'ai une stack, admettons, voilà, j'ai fait des tutos sur Victoria Metrics, bah, si j'ai la stack Victoria Metrics, bah, je vais me préparer mes VM et cetera pour faire l'installation qui va avec. Et ça, quoi qu'il arrive, je l'aurais fait, pareil pour faire le blog, ça aurait demandé, ouais, à peu près autant de temps. Donc après, il y a le temps où je vais tourner la vidéo, où finalement, comme à l'oral, maintenant, je suis un peu fluide, quoi, on va dire. Bah, ça va être assez rapide en fait, et j'ai rarement besoin de tourner 2 fois la même vidéo parce que j'ai loupé la prise. La seule chose, le seul loupé généralement que je peux avoir, c'est plutôt techniquement que d'un point de vue, on va dire, dialogue quoi, on va dire. Donc du coup, ça va très vite, ça va même plus vite que de l'écrit parce que l'écrit généralement, en fait, bah, tu connais mieux que moi, hein, c'est tu vas rédiger des choses, mais tu vas être obligé de te relire, de relire, d'être sûr que ce que tu as mis, finalement, la formulation va bien passer et cetera. Alors qu'en fait, à l'oral, bah, c'est direct et si finalement le côté, fluide à l'oral, tu l'as, le côté pédagogue à l'oral, tu l'as, bah, tu vas même pouvoir faire passer plus de choses. Souvent les retours que j'ai avec la chaîne, c'est aussi le côté, comment on va dire? Inspirant. Donc les gens aiment, mon côté passionné. Alors quand j'explique les choses, je dois transmettre un truc, je sais pas trop quoi, mais on capte un peu plus le public, ce qui est possible à l'écrit, mais ce qui est plus difficile, en fait, je trouve à l'écrit. En tout cas pour moi, ça serait plus difficile à mettre en œuvre. D'où voilà, le côté chaîne qui a pris largement le dessus sur le blog. Le blog, je l'ai plus pour le côté un petit peu, formel et le SEO. De temps en temps, je me dis: «Ah, faudrait que je m'y remette pour le côté référencement et à faire des choses un peu plus, propres et cetera». Mais voilà, la chaîne, c'est vraiment ouais, quelque chose qui maintenant, elle devient assez naturellement, qu'on va dire, plus facilement, quoi, en fait. Et j'y passe moins de temps, hein, de fait, en faisant ça. C'est paradoxal, hein, parce que, je vois beaucoup de gens qui commencent des chaînes YouTube, malheureusement, au début, mettent beaucoup d'énergie sur la partie forme, quoi, en fait. C'est un peu le risque. Alors je dis pas c'est très, très bien de faire ça. Moi, je l'ai fait quand j'avais une chaîne immobilière, chaque vidéo me demandait 4 à 10 heures de travail avec les coupures de blanc et cetera, le retravail des choses. Mhm. Le problème, c'est que quand on démarre au tout début la chaîne, on a très peu d'abonnés, donc très peu de retours finalement, stimulants, positifs, et cetera. Et quand on fait du montage, du coup, bah, ça demande le temps de travail reste considérable, surtout au début, il est très considérable parce qu'il faut mettre en place un petit peu, alors moi je fonctionne beaucoup par routine et cetera, donc il faut mettre en place, ces process un petit peu. Et du coup, bah, c'est frustrant, je pense, pour quelqu'un qui démarre au début, qui veut faire une vraie belle vidéo comme le font, de certains youtubeurs. Et ce qui fait que les gens parfois arrêtent malheureusement, j'ai vu beaucoup de chaînes tech, francophones en tout cas, qui ont arrêté, qui étaient vraiment mieux que la mienne d'un point de vue forme, et même d'un point de vue fond.
mais malheureusement ont arrêté, trop tôt, hein, je dirais, parce que, les gens ont dû passer beaucoup d'énergie avec un retour finalement, faible, quoi, on va dire. Je pense que c'est quoi, en tout cas, c'est mon appréciation un petit peu de la chose. Donc si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer, c'est vraiment de pas trop se focaliser au début sur la forme, quoi, en fait. Alors il en faut un petit peu, mais éviter tout ce qui est montage, et même si les gens cafouillent ou font des petites erreurs, c'est pas grave. Au début, vous allez avoir que quelques abonnés, et c'est pas très grave. Alors après vient le second effet, c'est-à-dire que maintenant que j'ai 100 000 abonnés, il y a des vidéos que je ne peux plus voir mes vidéos parce que j'ai fait des vidéos qui étaient exécrables au tout début, et je les considère comme ça. Mais malheureusement, on va dire, ça fait partie du cheminement et finalement, c'est pas très grave et les gens le comprennent. J'ai même des gens qui m'ont fait des remarques extrêmement intéressantes. Il y a une personne qui m'a fait une remarque, qui est logique, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas» c'est de regarder une vidéo il y a, je vais dire 4-5 ans et puis regarder les vidéos maintenant, essayer de regarder dans le temps l'évolution. Et Mhm. c'est vrai que l'oral n'a plus rien à voir, quoi, la manière dont je dialogue à l'oral et cetera, je fais mes vidéos avec un peu plus de confiance et cetera, ça n'a strictement rien à voir. Comme beaucoup de youtubeurs, hein, ça se passe comme ça, quoi, généralement. De la même manière, des gens qui ont des difficultés, à l'oral, lancez-vous sur YouTube. En plus, au tout début, vous aurez quasiment personne, et c'est l'occasion de le faire. Moi, par exemple, je suis pas très bon en anglais, j'ai créé une chaîne en anglais. J'ai une chaîne en anglais que je garde cachée. Alors il y a 3 000 abonnés, mais elle est cachée un petit peu et c'est pareil, c'est encore c'est le projet qui me permet, voilà, de pousser, un peu plus, les choses, de me challenger, et de pouvoir aussi se voir un petit peu évoluer, aussi avec le temps. Après, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Ça, sur le web, il y en Ouais. a plein, mais il faut pas y prêter attention, ça, c'est quelque chose et c'est pareil, autre conseil, ne prêtez pas attention aux commentaires, en tout cas pas les plus négatifs, Ouais. il faut les mettre complètement de côté, voire même si ça vous frustre beaucoup au tout début, supprimez les commentaires, juste les publiez pas simplement. Mhm. C'est pas grave, ça gênera personne, ça gênera que la personne qui a fait ce commentaire, désagréable. J'ai eu des commentaires désagréables. Au tout début, je répondais à ces gens-là et Mhm. c'était même un petit peu, négatif pour moi, c'est-à-dire que ma motivation baissait, m'en prenait un petit coup au moment où je fais: «Ah mince, si c'est pour produire pour ce type de profil de personne», mais voilà. Puis il y a un moment après, je suis passé à l'étape intermédiaire. C'est que j'ai dit aux gens ma réponse, elle était, quasiment copier-coller. Je leur disais: «Bah, écoute, désabonne-toi de la chaîne, passe outre, hein, tu as le choix de regarder la vidéo ou si tu veux, tu la regardes pas, je t'oblige pas à la regarder la vidéo, je cherche pas». En plus, moi, je cherche vraiment pas à avoir plus d'abonnés, c'est pas mon problème, quoi. Donc Tout à fait. Donc, voilà. j'aime ton message ici parce que c'est la même chose pour donner des présentations, des talks, etc. Donc, quand tu, quand tu entres dans le contact avec la communauté, c'est vraiment, tu vas avoir beaucoup de feedback, de plus positif au plus négatif, et ça n'importe pas si tu es vraiment bien préparé ou pas. Donc, Mmh. tu peux avoir des commentaires, des feedbacks qui sont vraiment irrélevants, non? En Ouais, disant comme ça. Donc, c'est pour moi aussi une leçon parce que donc, je vois des gens qui font des commentaires basiquement irrationnels, non, en partant des ouais, présentations. ouais, Mais comme tu dis, donc si tu as vraiment une passion pour quelque chose, tu dois le faire et c'est vraiment ça, c'est le point le plus c'est important. ça. Et pourtant, parce qu'ils sont beaucoup de personnes sensibles qui sensibilisent en regard de ce sujet des commentaires. Et c'est très important. Donc maintenant que tu le dis, comme ça, donc ignorer exactement 100% Ouais, les commentaires et juste faire ta passion. Et ouais. donc pour moi, c'est super ça comme Et comme tu message. dis, il faut vraiment prendre mais surtout quoi, en fait, faut prendre, moi je le prends, c'est un hobby quoi, en fait, hein, donc il y a des gens qui me contactent, pour même des choses plutôt professionnelles et souvent je refuse des partenariats, par exemple, avec, beaucoup de quoi j'ai refusé énormément de partenariats avec la chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux pas rentrer dans un cadre, strict qui va m'apporter en fait, des contraintes, négatives quoi. Malheureusement, les gens ne s'en aperçoivent pas parce qu'eux, ils le font à titre professionnel, mais moi, je le fais à titre de loisir. Donc du coup, je veux pas m'imposer des contraintes qui me freinent, ou
qui me donne un côté un petit peu négatif. Donc du coup, bah, je sais que voilà, faire des choses, même faire la chaîne à plusieurs, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, par le passé, même dans d'autres domaines, j'avais essayé de faire des projets, Mmh. à plusieurs personnes. Bah, en fait, faut se dire à plusieurs, c'est qu'on va se générer des contraintes qui n'existent pas que quand on est tout seul, quoi, en fait. Alors c'est égoïste un peu de le dire, hein, franchement, c'est faut moi j'en suis très, très conscient, mais en fait, c'est beaucoup plus efficace de mener un projet tout seul et d'en retirer les parties positives, comme on le disait, en bypassant complètement le côté négatif Mmh. et puis de voir où on va et puis peut-être qu'à un moment donné après, oui, on va se poser la question et on va se dire: «OK, bah, je veux en faire mon métier, mon job ou je veux peut-être passer sur quelque chose de plus professionnel parce que je veux travailler peut-être, je veux devenir freelance et je veux faire mon personal branding ou ce genre de choses». Ouais. Mais en fait, moi, je sais que je veux pas trop tomber là-dedans parce que pour moi, je veux que ça reste à côté quoi, en fait, hein, vraiment, et c'est ce qui fait que, je peux me permettre de dire des choses que d'autres ne diront pas, par exemple. Je sais qu'il y a le côté un petit peu, tout est beau, des fois il y en a, sur YouTube, il faut dire un peu: «Tout est beau, tout est magnifique» et cetera. Non, assez souvent, moi, je donne mon avis. Alors assez souvent, j'ai plein de côtés positifs à donner, mais Ouais. quand il y a quelque chose de négatif, pas forcément sur une technologie, mais quand il y a quelque chose que je ressens mal ou que je trouve, pas en tout cas que je veux donner quelque chose d'un petit peu, plus gris ou pas forcément je suis pas positif dessus, je peux le dire et j'ai aucun problème à le dire et c'est ce qui fait que la chaîne marche en plus. Ouais. C'est-à-dire que les gens savent que si la chaîne est trop, comment on va dire, avec une couche de vernis, trop positive, il y a un côté, bah, tout est beau mais en fait derrière on sait que tout est pas forcément si facile, quoi. Enfin voilà, Exactement. c'est un peu mon sentiment, quoi, voilà. Non, et c'est très bien parce qu'en fait, donc, on a besoin de ça, non? On a besoin bon, de personnes vraiment réelles, non? Qui nous disent les opinions, les avis réels. C'est ça qui nous attire, en effet. Et je voulais te poser une question ici parce que, bon, comme bon, tu as fait beaucoup de vidéos, beaucoup de technologies, tu as touché beaucoup de technologies et c'est très important, cette partie de curiosité, d'être curieux, de rechercher tout le temps. Comment tu recherches une technologie ou comment tu poses la question, bon, maintenant je vais faire une vidéo sur, je sais pas, base de données ou sur IA ou je ne Mmh sais pas. mh. Quel est Alors, ton procès? ouais, Ton c'est procès? encore une très, très bonne question. On peut rouvrir la chaîne en même temps à Oui, oui. côté. Mais, en gros, si on prend la chaîne, si on prend les playlists, qui sont présentes sur la chaîne, ça, on va mettre en pause. Si on prend les playlists ici qui sont en dessous, en fait, quasiment la plupart de tous ces sujets-là, c'est des choses que j'ai pratiquées. Ça représente mon parcours professionnel, quoi, en fait. C'est presque pas plus que ça, quoi. Et après, à quel moment je me dis: «Dans mon parcours professionnel, cette technologie-là, je dois, quoi, j'aimerais en faire une playlist». En fait, c'est la on va dire, c'est un peu un faisceau d'indicateurs qui me donnent ça. C'est-à-dire, d'une part, j'en ai besoin à titre professionnel, dans le job, dans l'entreprise dans lequel je suis. Donc soit parce que la technologie, on veut l'adopter, soit parce que j'ai besoin de peser cette technologie pour savoir si on doit l'adopter ou pas. Ça, c'est hyper important. Mmh. La deuxième chose qui fait aussi, un peu foi pour moi, c'est, je suis les articles Medium. Alors maintenant un peu moins, mais les articles Medium, LinkedIn aussi à une époque. Maintenant bon, LinkedIn, je le prends un petit peu avec des pincettes, mais en tout cas, j'essaye d'avoir plusieurs sources plutôt pour donner, une tendance et savoir si la technologie alors c'est pas qu'elle doit être tendance à la mode, mais est-ce que cette technologie-là, elle est adoptée, dans beaucoup d'entreprises ou pas? Et est-ce que pour ma carrière, comme pour l'entreprise pour laquelle je vais adopter cette, technologie-là, est-ce que ça a un intérêt de le faire ou pas, quoi, en fait? Donc ça, c'est quelque chose que je trouve, assez important. Et Mmh. l'autre aspect qui est important, qui vient compléter les choses aussi sur cette, playlist, souvent j'ai pratiqué des technologies en entreprise de manière, rapide parce qu'on a besoin de pousser en production vite, mais en Mmh. fait, souvent en bypassant plein de connaissances de la technologie. Typiquement, à une époque, quand j'avais touché à ELK, par exemple, un de vos concurrents, c'était extrêmement intéressant. Les gens parlaient d'ELK que sur la forme de log centralization, en fait. Donc là, du coup, moi, j'étais parti, là-dessus. Je fais: «Ah OK, bon, c'est ça, OK, j'implémente le truc».
Et puis c'est après où je me dis: «Tiens, je vais me poser 2 minutes», 2 minutes, un peu plus que 2 minutes, on va dire, mais je vais regarder tout ce qu'on peut faire avec ELK. Je vais regarder déjà dans la communauté comment les gens utilisent ça, mais en dehors des logs. Est-ce que ça existe? Et c'est là où j'ai découvert tout le côté, data scientist qui utilise, ce genre de technologie, ou data analyst et cetera, data engineer. Ensuite j'ai commencé à éplucher chacun des tools en me disant: «Mais quel use case on peut traiter avec ça?» et cetera. Et c'est là où, bah, ça m'a permis de voir que dans l'entreprise, dans laquelle je travaillais, j'utilisais, on va dire, allez, 30 de la technologie et encore. Et en fait, j'occultais complètement tout le scope qui est à côté, qui malgré tout reste intéressant. Alors d'une part dans l'entreprise dans laquelle on est, c'est-à-dire que souvent beaucoup d'entreprises capitalisent peu sur une technologie. C'est-à-dire on adopte une technologie, mais une Mhm. fois qu'on a adopté la technologie, on n'essaye pas forcément de l'utiliser à grande, de Tout à fait. de de capitaliser vraiment dessus. C'est-à-dire, on a une connaissance qu'on a acquise. Allez, tiens, si on l'utilisait, dans d'autres cas d'usage et cetera, et en tirer, le plus profit de cette Mhm. technologie, de cette connaissance qu'on a passée dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, et c'est ce que j'essayais de couvrir un petit peu sous cet angle-là. Et même pour, ça c'est dans les 2 sens, c'est-à-dire c'est valable pour l'entreprise pour laquelle on travaille, mais c'est valable aussi pour soi, pour sa carrière, de se dire: «OK, j'ai travaillé sur, mettons, ELK, mais je sais que je peux aller l'utiliser dans d'autres entreprises pour d'autres cas de figure, d'autres use cases». Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et c'est pour ça qu'une technologie, pour moi, doit rester, alors il y a un effet mode avec les technologies, on a un petit peu un côté sentimental avec les technologies, mais j'essaye souvent de prendre un pas de recul avec le côté sentimental, parce que pour moi, une technologie doit rester un support pour traiter des cas d'usage. Voilà, on a des clients ou des entreprises pour lesquelles on travaille, bah, peut-être qu'on n'aime pas utiliser cette technologie-là, mais en fin de compte, c'est peut-être la plus adaptée pour l'entreprise en question. Et ça, on Ouais. l'a, tellement de fois dans dans les entreprises. C'est même le côté qui est très, très intéressant, hein, dans les entreprises, je trouve, que de ce discernement, en fait, de pouvoir dire: «Je prends la bonne technologie, je la mets au bon endroit», et doser les choses comme ça. Donc voilà comment je choisis un peu les technologies. J'ai pas une méthodo, une grille, on va dire, d'évaluation, mais c'est Ouais. plus un sentiment, en fait, de se dire: «OK, cette technologie-là, j'en entends quand même beaucoup parler. J'ai potentiellement dans l'entreprise, ça peut couvrir un cas d'usage. Je vais me faire un petit test un peu rapide». Et puis, bah, peut-être que le test rapide, je le fais, me permet d'aller vite dans l'entreprise pour aller en production. Mais peut-être que j'ai besoin, pour moi, en plus, à titre de SRE, pour me dire: «OK, en production, quel challenge j'ai besoin de résoudre?» Et cetera. Bah, peut-être que j'ai besoin de compléter ça. Alors souvent, moi, j'achète des bouquins quand c'est comme ça, à Mhm. côté. J'achète 2-3 bouquins sur la technologie en question, et puis j'essaye de lire, les bouquins. Les bouquins, souvent, c'est aussi une source, c'est vraiment le croisement des sources. Tu parlais tout à l'heure du côté texte, vidéo, blog, vidéo, et les bouquins, moi, je trouve, et la documentation. Mhm. C'est vraiment il n'y a pas une source qui est meilleure que l'autre, elles sont complémentaires pour moi, et c'est l'imbrication de l'ensemble des sources qui fait on a on va avoir un retour juste, par un faisceau, on va avoir par exemple plus de retours d'expérience, quoi, on va dire, d'autres utilisateurs. Par un autre retour, on va avoir une expertise plus approfondie, par exemple. Sur d'autres aspects, on va avoir, quelque chose qui est plus généraliste, quoi, en fait, et on va avoir plutôt la pédagogie qui va venir avec. Donc c'est vraiment la combinaison de l'ensemble de ces sources qui permet, je trouve, de monter en compétences, alors plus ou moins rapidement. C'est un peu le problème en entreprise à l'heure actuelle, où il faut aller très vite. Donc du coup, appliquer ces méthodes-là, dans un cadre strictement professionnel, c'est-à-dire en respectant des horaires d'entreprise, ça me semble un petit peu, difficile. D'où Ouais. l'intérêt d'être passionné, parce que, ça permet, voilà, à côté, souvent quand on est passionné, à côté, on compte pas trop notre temps pour pouvoir, analyser ces choses-là. Et d'où l'intérêt aussi, bah, de donner un feedback à la communauté quand on a fait ce travail justement d'acquisition de connaissances, de dire: «Voilà, bon, moi j'ai fait un petit tour du truc, voilà ce que j'en pense». Et après, les gens qui veulent aller plus vite peuvent du coup, éventuellement, prendre, jumper là dans cette playlist, ou dans cette source, pour Et pouvoir, avoir un ordre d'idée, quoi.
Est-ce que tu te trouves à un certain moment donc, dans cette situation, donc tu entres dans une technologie où tu trouves un problème, donc c'est quelque chose un peu niche peut-être ou un peu plus avancé, où tu entres dans des discussions avec des utilisateurs et tu penses, bon, je vais faire un retour de ce vidéo, non, je vais entrer dans cette question-là, non, par exemple, le Kubernetes, je ne sais pas, c'était très difficile de monter tout ça, mais je vais l'explorer donc, et je vais faire une vidéo. Est-ce que tu as des cas comme ça? Alors oui, j'ai eu des cas comme ça. Alors c'est extrêmement intéressant, encore une très bonne question, mais c'est là où alors c'est le côté un petit peu, entre guillemets, «ingrat», de la du côté, comment on va dire? J'allais dire influenceur, mais du côté YouTube ou en tout cas du côté social, au sens, buzz quoi, on va dire. C'est que, ce type de vidéo souvent est plus pointu, donc plus approfondi. C'est là où on va avoir le moins de vues quoi, en fait, ou pas forcément beaucoup de vues. Pour autant, c'est celles qui comptent, qui ont une densité souvent ou en tout cas une qualité beaucoup plus importante, une plus-value beaucoup plus importante que les autres. Alors j'en ai eu par exemple sur Kubernetes au tout début, j'avais fait mais bon ça remonte maintenant il y a peut-être 5 ans, j'avais fait un cluster Cassandra et tout, j'étais content d'avoir monté un cluster Cassandra et tout dans Kubernetes en local et tout quoi. En fait la vidéo a pas trop marché. En fait, ça a donné je sais plus 150 vues ou 200 vues. Bon maintenant peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque pas beaucoup. Pareil, j'ai fait alors j'ai sur Victoria Metrics, j'avais un commentaire très intéressant d'une personne parce que j'avais fait une vidéo sur le côté cluster de Victoria Metrics, Mhm. donc les différentes architectures et cetera et il y a une personne qui me dit: «Mais attention», elle me dit: Il y a quelque chose que tu ne quoi, un inconvénient que tu n'évoques pas, qui est le rebalancing quoi, en fait, des datas, à travers le cluster» et sur le coup alors là, sur le coup, quand c'est comme ça, en plus, sur la chaîne, j'ai rarement fait on va dire d'erreurs ou d'impairs sur des choses comme ça qui valent le coup en fait d'être portées à la connaissance des gens. Donc là j'ai pris 3 jours je crois à peu près pour, regarder, bien comprendre, est-ce que la personne a fait un commentaire qui était juste ou pas? Première chose. Bon, je savais que la personne était pointue techniquement, du coup, je me disais: «Bon, il y a des chances que ce soit bon». Après, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu dans le Slack, Victoria Metrics, quoi, oui, de Victoria Metrics. J'ai posé mes questions. Chez vous, on m'a répondu. J'ai pu voir aussi des réponses de personnes qui aussi ont donné, du coup, la solution, et le pourquoi de ça fonctionne, quoi, le pourquoi il y a ça, quoi, en fait et pourquoi ça fonctionne comme ça. Du coup, là, j'ai retrouvé des articles d'explications plus poussés de Alexander, je crois, chez vous, plus détaillé. Donc là, c'est vraiment un travail je trouve que c'est un travail extrêmement intéressant. C'est un peu comme un inspecteur ou un détective, qu'on va dire, qui va aller chercher des informations à différents endroits, qui essaye pas forcément de retenir forcément que l'avis d'une personne, mais qui prend l'ensemble du scope, quoi, en fait, et qui permet du coup, en plus, quand on fait ce travail un peu de détective, c'est là où c'est passionnant, c'est qu'en fait, on va pour trouver une réponse à ce problème précis, on va acquérir plein de connaissances autour, qui vont pas servir pour ça, mais qui vont servir pour plein de connaissances à côté. Et donc là, j'ai découvert, ouais, je sais plus, des réponses, par exemple, d'Alexander sur le S3, et Victoria Metrics, ce genre de choses, que j'ai trouvé aussi super intéressantes, du coup, aussi. Et c'est comme ça sur plein d'autres sujets, quoi, en fait, où, les vidéos, c'est aussi ce qui me permet de faire ce travail-là. C'est-à-dire, je prends un truc, mais pour être suffisamment à l'aise avec, il faut comprendre chaque mot à peu près de ce qu'on va évoquer, quoi. Oui, oui. Sur l'IA, c'est mon problème à l'heure actuelle sur l'IA, c'est-à-dire que là, le scope est gigantesque, quoi, en fait, avec beaucoup de changements, de paradigme et beaucoup de gens qui sont encore dans l'étape où, hem, les gens sont très focus sur la mode, c'est-à-dire à l'heure actuelle sur tout ce qui est Claude Code, Cursor, Open Code et cetera. Ce qui est finalement une partie de l'IA, qui est Oui. une partie qui évolue très vite et qui potentiellement peut être aussi obsolète aussi vite qu'elle est arrivée, ou en tout cas, changer très, très rapidement cet écosystème. Donc suivre ça en fait et ça je le vois avec le temps, suivre ça, c'est très consommateur d'énergie, Mhm. de temps Mhm. et ça peut être frustrant aussi. En même temps, ça peut être très frustrant. Donc en fait, moi, j'ai plutôt quand c'est comme ça, ce que j'essaye, c'est de pondérer, l'énergie que je passe à quel endroit. J'essaye de passer moins de temps sur ce type, on va dire de comportement, en tout cas de scope, quoi, on va dire Mhm. et par contre, je passe beaucoup plus de temps et c'est ce qui fait que je sors
pas trop de vidéos sur l'IA pour le moment, beaucoup plus de temps sur les fondamentaux de l'IA. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un transformer, comment ça fonctionne d'un point de vue intrinsèque, pourquoi les choses fonctionnent comme ça, qu'est-ce que c'est des caches, à quel endroit il y a des caches, comment on fournit des modèles, comment on monte un modèle, comment on sert un modèle, qu'est-ce qu'une inférence, etc. Donc tout ça, et ça, c'est quelque chose qui va pas évoluer. Alors ça va évoluer, bien sûr, mais en tout cas, c'est un petit peu comme le système Linux. Le système Linux, on peut l'apprendre aujourd'hui. 20 ans avant, on apprenait à peu près les mêmes choses, qu'on va dire, grosso modo. Et il y a les fondamentaux, donc je pense il faut faire la part des choses. C'est extrêmement important, surtout sur des sujets qui évoluent très très vite, comme c'est le cas. Il y a quelques temps, c'était OpenTelemetry qui était un petit peu comme ça. Au début, les gens, c'était la mode, donc les gens fonçaient dedans en disant ah, OpenTelemetry, OpenTelemetry. Finalement, en production, il n'y en avait pas tant que ça en production chez les entreprises, donc ça n'avait pas forcément un intérêt à bondir dedans. Mais par contre, il fallait comprendre le pourquoi OpenTelemetry, d'où est-ce que ça vient, quels sont les intérêts, suivre les choses et puis aller dedans quand on juge que c'est le moment le plus opportun pour une entreprise pour aller en production dedans, quoi, en fait. Donc je trouve, voilà quoi. C'est un cheminement, c'est mon cheminement un petit peu, voilà. Pour moi, c'est un très bon conseil. Donc, si on a des youtubeurs maintenant qui commencent ou vont commencer, c'est certainement un très bon conseil. Et je vois aussi, bon, je touche le même point ici parce que pour moi, c'était le même parcours avec Generative IA il y a, je crois, 1 an ou 2 ans. Pour moi, j'ai essayé de donner une présentation sur Generative IA dans le contexte d'observabilité. Et après, je crois, ni 6 mois de donner le talk, mais c'était toujours un autre type de talk parce que j'ajoutais des Ah, informations, j'ajoutais des démos. ouais. Je ne pouvais pas donner des informations neuves parce que c'était tu vois, le poussement de la communauté, de tous les outils, et c'est devenu très complexe dans un temps très rapide. Je me suis dit, non, maintenant j'arrête avec ça, avec cette présentation. Moi, je voulais certainement seulement toucher le contexte, non, expliquer qu'est-ce que c'est un RAG, qu'est-ce que c'est, comment on peut utiliser les bases de données ici dans le RAG, etc. Mais après, c'est devenu trop complexe. Et comme tu dis, c'est une tendance qu'on c'est meilleur Mm, d'attendre, non? Voir exactement où ça dirige. mm. Et certainement te concentrer dans ton propre use case, non? Dans ton cas d'usage. C'est important. Et aussi pour moi, la OpenTelemetry, parce que bon, je suis membre de OpenTelemetry, c'est intéressant que tu Ouais. dis, mais aussi toujours aujourd'hui, on n'a pas beaucoup des entreprises qui utilisent OpenTelemetry en production. Donc, c'est toujours la même tendance après 5 années. Et c'est toujours OpenTelemetry qui n'a pas gradué. Donc, c'est, comment dire, un projet très ambitieux. Mm. C'est vraiment de la tendance, mais on peut espérer, non, d'évoluer avec de laisser les entreprises, de laisser la communauté évoluer. C'est ça, pour moi, c'est très Sur important. OpenTelemetry, moi, après, c'est mon retour, mais Oui, euh, comment on va dire, ouais, dans les entreprises où j'ai travaillé, où on avait mis par exemple du Prometheus, du Thanos, ce genre de choses. En fait, quand on met en place de l'observabilité, c'est ça qui est intéressant, je trouve, quand on prend du recul, c'est que l'observabilité, en fait, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans les entreprises, parce que ça fournit de l'information, de l'infrastructure, des informations business potentiellement, etc. Et du coup, on a un pattern de déploiement, donc on met en place un outil qui, une fois qu'on l'a mis en place, par exemple, nous, on avait Prometheus, Thanos, vraiment en mode multi-région, multi-cloud provider, DC, etc. En fait, remettre en cause en tout cas, pas remettre en cause, comment dire, le retravailler ce pattern en adoptant OpenTelemetry, qui pourtant n'est pas grand-chose, puisqu'en fait, c'est juste on change un composant, quoi. Potentiellement, c'est que ça, quoi, en fait, et c'est même une amélioration. Mais en fait, même au regard de ça, en fait, le pattern, on a tellement mis d'énergie à le mettre en place qu'en oui. fait, on le remet pas en cause, quoi. En fait, c'est un peu, on veut pas forcément y aller, alors que finalement, ce serait pas grand-chose que de le faire. Mais et je trouve que OpenTelemetry paye malheureusement ce fonctionnement-là, c'est-à-dire de se dire bon le monitoring, une fois qu'on l'a, qui marche et qu'on a eu du mal à le mettre en place, qu'on a eu du mal à le faire adopter, on veut plus trop le faire évoluer, quoi. On sait que ça fonctionne, donc on reste dedans.
au point de se dire: «Ah OK, bah, même un petit tool à l'intérieur, on va pas aller le changer, on va rester tel quel, quoi». Ce qui est bon, voilà, c'est dommage. Oui, oui, donc c'est ton discours assez, assez avancé sur OpenTelemetry. Mais j'aime aussi la pluralité des sujets que tu traites. Je voulais aussi faire le retour ici. Donc, si tu as eu, je crois que j'ai vu, mais tu peux me corriger. Je crois que j'ai vu aussi des vidéos avec des collaborations. Donc, si tu as Oui, collaboré avec certaines personnes, ouais. je crois que j'ai vu quelque chose sur Mistral. Alors c'était à une époque en fait, alors, oui, j'ai fait, des lives, alors on a fait différents types quoi en fait, là, on en a, Oui, oui. alors on peut remonter dans le temps un petit peu. Il y en a, je sais pas si on les voit, ici par exemple, j'avais des invités. À une époque, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des bons contacts, et j'ai toujours des bons contacts, mais chez ENI, donc c'est une édition de livres en France. Et ce Mhm. que je faisais, c'est que j'avais des lives, que je faisais de manière régulière. Alors au début, c'était rigolo parce que c'était les premiers lives, j'étais tout seul, c'était pas très grave quoi, et j'arrivais à alimenter le live quoi, on va dire. Et puis après, bon, est venu le moment où je me dis: «Mais qu'est-ce que je peux faire de mieux ou d'innovant un petit peu avec les lives?» Et du coup, j'ai invité des auteurs, de livres à venir, à pas forcément présenter leurs livres, mais parler sur la thématique, du livre en question quoi, en fait. Donc on a eu des personnes, bah, qui sont venues parler de Prometheus, mais des personnes qui sont venues parler de Traffic, de plein d'autres choses quoi, en fait. Donc ça, c'était une période et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait des lives aussi, on n'a pas fait beaucoup, mais on a fait des lives avec, bah, Jérôme Petazzoni aussi, sur Kubernetes. On a fait, je crois 2 lives comme ça, 2 ou 3 lives, donc extrêmement intéressant en plus. Et puis après, j'ai fait des maintenant les lives, quand je fais certains lives, quoi, la plupart des lives que je fais maintenant et je les fais, alors avant je les programmais même, longtemps à l'avance. Je faisais les rappels et cetera. Maintenant ça me prend comme ça le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, je fais: «Ah tiens, je ferais bien un live», j'appuie sur le bouton et et je vais faire un live. Les gens posent des questions, s'il y a des gens qui sont présents et puis ça se passe comme ça. Parce qu'en fait, la préparation du live, si on veut un live un petit peu, bah, tu connais ça aussi bien que moi, mais si on veut quelque chose qui est un petit peu, dynamique, bah, il faut vraiment préparer beaucoup les choses qu'en fait, avec les personnes aussi qu'on a en face de soi. C'est pas forcément évident, c'est comme si on avait un micro projet à plusieurs, donc c'est pas forcément toujours évident. Et puis le risque aussi du live, c'est la densité la densité du contenu à l'intérieur et la qualité du contenu. Et ça, c'est valable assez souvent, c'est-à-dire que même si on le prépare, ce qui peut se passer, c'est qu'on va, digresser ou parler de d'autres choses. Du coup, la densité du contenu va pas forcément être, pareil qu'un tutoriel où en fait, on va vraiment faire un focus. Qualitativement, la personne, elle arrive dessus, elle sait qu'on va parler de ça, elle sait qu'elle va avoir des réponses par rapport à tel type de choses. Ce qui est sur un live, c'est beaucoup plus diffus qu'en fait. Mhm. Donc les gens vont suivre le live, mais voilà, on va pas forcément attirer le même public, on va pas forcément garder les gens aussi facilement dans le live et les gens vont pas toujours y trouver leur compte, quoi, en fait. Donc c'est bien parce que ça permet d'apporter vraiment le côté plutôt humain, donc c'est là pour ça que je clique sur le bouton, il y a des gens qui sont là, les gens posent des questions, ça permet de garder un contact un petit peu direct quand même avec les gens et si les gens veulent poser des questions diverses et variées, bah, ils peuvent le faire, même d'un point de vue humain, d'un point de vue et cetera. Moi, j'ai aucun problème à parler sur la plupart des sujets quoi, en fait. Mais à côté de ça, en fait, j'en fais pas un outil comme j'avais commencé à vouloir essayer de le faire à un moment, c'est-à-dire vraiment quelque chose de cadré, structuré parce que ça demande vraiment du temps quoi, en fait, à organiser, ce qui est pas évident. À une époque, je voulais faire un petit peu, c'était un peu ambitieux, mais quoi, je me posais la question de faire une chaîne ou en tout cas un volet de la chaîne qui aurait été plutôt une sorte de web TV quoi, en fait, technologique quoi, on va dire. Le problème de faire ça, c'est que ça demande un temps considérable et dans la tech, en fait, il y a pas non plus les sponsors, en tout cas, c'est difficile de trouver des sponsors qui permettraient de faire, ce genre de choses. Les gens sont toujours disponibles quand c'est gratuit, quoi, on va dire, en tout cas, sont prêts à faire quelque chose quand c'est gratuit. Quand les gens veulent, quand on passe du temps vraiment dessus, après, ça demande de l'argent parce qu'on passe vraiment du temps dessus. Alors sur la chaîne, moi, ça me gêne moins parce qu'il y a le côté un petit peu égoïste, comme je disais, ça me permet d'apprendre, les technos aussi, donc je m'y retrouve très, très bien.
mais il y a un côté où aussi, bah, voilà, ça demande du temps. C'est du temps qu'on passe pas avec, son entourage ou qu'on fait moi, voilà, j'ai très, très peu de loisirs maintenant, hein. Ma chaîne, c'est quoi? La chaîne ou l'écosystème tech, c'est vraiment ma passion qui capte vraiment, j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur la chaîne le le scheduling, on va dire, de la journée, que j'ai, voilà, qui est très orienté tech parce qu'il y a les plages de travail, pour l'entreprise, mais après il y a les plages aussi, qui commencent tôt le matin et un peu plus tard le soir, d'acquisition de connaissances, et de veille, que je fais, qui sont souvent orientées et pour la chaîne et pour les entreprises pour lesquelles je travaille, souvent, quoi. Ouais, donc c'est ça important. Donc, et j'aime beaucoup que tu as touché la partie de live streaming, parce que bon, je crois que beaucoup de gens ont ces émotions, non, en entrant live, et faire, oh, ok, mais j'ai pas un script préparé, j'ai pas mon scénario, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est aussi rigolo et aussi c'est très spécial, non? C'est très naturel. Quand tu es là-bas et tu vois comment les gens réactionnent, posent des questions et tu peux aussi entrer là avec la communauté en contact. J'aimais beaucoup le live streaming que tu as fait à Cognitive Days, donc Ah oui, ouais, l'événement de France. C'est ouais. important parce que non, par un événement très grand comme ça, pour avoir un live streaming, c'est aussi poser des questions. Je crois que c'est le moment idéal. Bah, je trouve que même dans le domaine de la tech, surtout la tech francophone particulièrement, je trouve, on n'a pas encore, saisi et peut-être qu'on le saisira trop tard parce qu'en fait, même à l'heure actuelle, hein, les YouTube, le vecteur, vidéo qu'en fait est en train de baisser avec le temps. C'est valable en francophone, c'est valable en anglophone, hein. Il y a beaucoup de producteurs, on va dire, de chaînes YouTube comme moi, mais en anglophone aussi, qui ont des baisses de trafic liées à l'algorithme de YouTube, liées aussi à l'arrivée des LLM, hein, qui permettent aussi d'avoir une acquisition de connaissances différentes. Mais je trouve, dommage, par exemple, dans la French Tech, on a à une époque, j'avais discuté il y a 2-3 ans de ça, j'avais discuté avec, des providers en leur disant: «Mais, en fait, pourquoi eux ne font pas ce genre de choses?» C'est-à-dire faire leur propre, tutoriel, après sans être trop ambitieux, mais et souvent ils veulent placer le curseur haut, toujours pareil, hein, toujours, vouloir avoir des vidéos, tip top, vraiment des trucs exceptionnels. Du coup, bah, ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, pour une entreprise, bah, c'est équivalent à de l'argent quoi, en fait, du temps et de l'argent. Du coup, les boîtes le font pas quand c'est comme ça et passent à côté, probablement de certaines choses. Et j'avais trouvé ça, ouais, un petit peu dommage dans les discussions que j'avais eues. Je trouvais qu'en fait, bah, le type de contenu que je produis pour la chaîne, par exemple, pour certaines playlists, devrait se retrouver parfois, alors pas ma playlist, hein, mais on devrait pouvoir retrouver ça pour une chaîne, d'une entreprise, tech, par exemple, voilà. Tout à fait. Ça, c'était quelque chose que mais bon, après, bon, je sais que c'est parce que en fait, parfois je me dis: «Mais il y a moyen d'avoir plus de vues, ou en tout cas de toucher un public différent entre faire un talk dans une conférence et en même temps avoir une chaîne YouTube où on va publier quelque chose», et je sais qu'il y a des gros providers français, qui cherchent à capter du monde, mais en fait, monter une chaîne YouTube, ça coûte pas très cher quoi, en fait, je pense pour une entreprise. Et ça peut se faire, relativement bien. On peut faire du buzz avec, mais pas du mauvais buzz, hein, pas du truc, bling bling quoi, on va dire, mais du buzz, plutôt technique. En tout cas, montrer aux gens que les choses sont plus simples qu'on ne pense. Souvent, Oui. c'est ça, hein, qui freine les gens à adopter une technologie, c'est juste de montrer que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on en a l'impression. Avoir des feedbacks, montrer des retours d'expérience, dans, d'autres entreprises et cetera, d'adoption, de ce genre de technologie. Montrer ouvrir les gens aussi par rapport au use case. On parlait tout à l'heure de ELK où au tout début, j'étais sur la centralisation de log, mais montrer aux gens qu'en fait, non, la technologie en question, elle peut servir à faire plein d'autres choses. Moi, je sais que sur le monitoring, j'ai déjà eu des débats assez importants de personnes qui me disaient: «Ah, mais une base de données type TSDB, elle doit pas servir à stocker du chiffre d'affaires ou des choses comme ça». Je fais: «Bah, non, parce qu'en fait, c'est aussi adapté pour stocker ce genre de choses». Après, il y a la manière dont on remonte la donnée dedans, effectivement, et ce qu'on en fait. Il y a des choses qu'on va pas pouvoir reporter avec ce type de fonctionnement, mais malgré tout, ça peut fournir ce type de choses. Mais ne serait-ce d'avoir le raisonnement, d'ouvrir les gens vers des raisonnements différents, je trouve ça important, quoi.
Tout à fait. On est déjà, je crois, donc on est formaté en disant sur nos opinions, sur des avis très stricts. Je crois aussi parce on en discute assez, non? On n'a pas cette chance de discuter avec des gens, non? Avec des gens qui ont l'expérience ou avec des gens qui ont essayé d'autres choses. Et c'est important d'être ouvert, non? Et de pouvoir discuter de ces notions, ces doutes, en effet. Je voulais te demander ici, parce que bon, je vois que la plupart du contenu est en français, mais Ouais. aussi tu as des vidéos en anglais. Je veux faire la référence parce que pour nous, pour moi aussi, donc cet épisode, c'est en français, mais les autres épisodes sont en anglais. Donc, qu'est-ce que le feedback que tu as retenu? Si tu as vu des barrières en enregistrant seulement en français, en plutôt en français, comment tu vois que ça bouge et si la langue est vraiment importante. Alors, il y a maintenant, il y a ce qui était avant. Avant, j'avais des certitudes, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, on va dire, un peu avant, j'aurais dit coûte que coûte, il faut une chaîne ou un blog, c'est français ou c'est anglais, où on sépare, mais on crée deux chaînes Mhm. séparées, où on crée 2 blogs séparés pour, le langage en question, quoi. Donc j'étais très dichotomique à l'époque, quoi, en fait, parce que j'avais travaillé aussi dans le SEO et cetera. Je connaissais les impacts derrière et ce genre de choses. J'étais très méthodique là-dessus. C'est aussi pour ça que j'ai aussi une chaîne YouTube en anglais à côté, parce que je sais que, derrière aussi, il y a le côté communautaire et en fait, une communauté, c'est aussi un langage, alors, c'est assez paradoxal, hein, par rapport au côté, communauté tech, mais une communauté aussi s'apparente aussi par rapport au langage. Alors j'explique un peu plus parce que ça peut être un peu bizarre comme raisonnement, mais en gros, quand j'ai créé la chaîne YouTube en francophone, dans les retours que j'ai eus, pas les premiers, mais un peu après, on m'a dit: «Ah mais c'est génial d'avoir ce type de chaîne YouTube», et même encore maintenant on fait ça en francophone. C'est-à-dire que même parfois certaines personnes me disent: «Mais en anglophone, avec un tel périmètre, ça existe, quasiment pas ce type de chaîne, quoi, en fait.» Et bon après, il y en a quand même qui existent et cetera. Ça se discute beaucoup plus que ça, quoi, bien sûr, clairement. Et j'ai pas le monopole de ça non plus, bien sûr. Mais en gros, ce qui est génial un petit peu là-dedans, c'est que le retour que voulaient dire les gens, c'est que, heu bah oui, en francophone et en France, on est capable de faire ce genre de choses, quoi, en fait. Et je trouve à l'heure actuelle, c'est aussi ça qui est important. Alors on le voit en tech, mais on le voit dans l'industrie ou dans d'autres domaines. C'est que, moi, j'ai aussi un petit côté, français que je veux mettre en avant, de montrer que voilà, en France, on est aussi, très bon dans certains domaines, voire excellent dans certains domaines. Faut pas voir le côté qui est que le côté négatif où plein de gens ont tendance à il y a une époque là, c'était, on est les plus mauvais, on sait pas faire, on est en retard sur tout, ce qui est complètement faux, quoi, en fait. Et la preuve, voilà, il suffit de mettre un peu d'énergie dans quelque chose. Moi, en plus, je l'ai pas fait à titre professionnel, c'est vraiment, je l'ai fait en mode, loisir, quoi, on va dire. Et ça marche même si c'est francophone. Et alors le truc qui est le retour qui me fait un petit peu, sourire, en fait, c'est que quand je regarde les statistiques de la chaîne, je vois qu'il y a à peu près, 10-15 d'anglophones qui viennent sur la chaîne, qui cliquent sur le bouton de traduction ou qui essayent de suivre même, le contenu français. J'ai des personnes qui sont en Inde, par exemple, avec qui j'ai échangé, qui m'ont Mhm. dit, bah, eux, ils commencent à se mettre au français juste pour pouvoir suivre les vidéos, en fait. Bon, c'est juste pour le côté anecdotique, c'est pas non plus un truc, dont je peux me vanter, quoi, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est, oui, effectivement, on peut quand même se faire une place de cette manière-là. Si la chaîne était en anglophone strictement, je pense qu'elle aurait beaucoup plus d'abonnés, très certainement. Maintenant, j'aurais pas le même niveau de vulgarisation que j'ai en francophone qu'en anglophone. Clairement, j'ai pas le niveau en anglais, suffisant pour pouvoir, trouver les petits termes, hein, depuis tout à l'heure là, on utilise du vocabulaire qui est fin, hein, parfois, que je n'aurais pas en anglais clairement, que je j'aurais pas cette précision-là en anglais, quoi, en fait. Alors c'est mon rêve un peu, hein, mais voilà. Et du coup, je trouve que voilà, c'est pas forcément évident.
L'autre aspect qui est important sur YouTube, c'est aussi que maintenant, ils ont activé le doublage automatique. Alors qui est plus ou moins bon, hein, parce que derrière, ça fait un peu quelque chose des fois bizarre. Il y a des choses un peu étonnantes, mais c'est vrai que ça peut aider pas mal. Moi, ça n'a pas changé mon trafic, en fait, pas du tout, quoi. Donc du coup, je pense que c'est pas forcément quoi, c'est pas un game changer, quoi, on va dire, hein. C'est pas quelque chose qui a changé complètement les choses. Mais voilà, ça existe aussi dedans. Je trouve que ça apporte un peu de quoi, ça permet de mettre certains contenus soit un peu plus en avant, mais en tout cas, si des personnes anglophones tombent sur la chaîne, peuvent rester sur la chaîne, malgré tout et y trouver peut-être des choses intéressantes. C'est valable dans les 2 sens. Donc je trouve ça assez intéressant. Ce qui fait que du coup, maintenant, je suis beaucoup moins dichotomique par rapport au fait de faire anglophone ou francophone. J'aurais beaucoup moins de questions que je me poserais là-dessus. Il en demeure pas moins que derrière sur le SEO, hein, donc le Search Engine Optimization, je pense que malgré tout, ça reste pas forcément positif d'avoir une chaîne mixte, je pense, ou un contenu mixte. C'est délicat de gérer. Surtout, avoir un blog mixte, je pense que ça reste extrêmement compliqué. Les chaînes YouTube, c'est plus adapté parce que justement, il y a cet aspect de doubling ou de sous-titrage qu'on peut rajouter dessous, Oui. qui va permettre d'être un peu plus mixte, quoi, on va dire. Et du coup, on va s'adapter un peu plus facilement et l'utilisateur va être un peu moins impacté, en tout cas moins frustré. Donc ça, je pense. Mais par contre, sur les blogs, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des blogs qui étaient mixtes. Et c'est décevant, même pour moi, de tomber sur un blog anglophone qui va essayer de parler dans du francophone ou vice-versa. C'est un peu perturbant, quoi. On se dit, ah, mais pourquoi? On essaye de comprendre. En fait, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi, il faut juste rester sur le contenu, c'est tout, quoi. Voilà. Mais c'est, ouais, la question est très, très ouais, délicate. Je pense qu'il faut vraiment le voir. Faut aussi voir après, bah, pour les entreprises, faut voir aussi quel scope, vers quel pays on souhaite aller, etc. Hein. Ça, c'est bien sûr quelque chose qui est. Tu connais ça aussi bien que moi, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, même si l'anglais, pour moi, est quand même quelque chose d'obligatoire. Obligatoire. J'ai eu encore très récemment quelque chose qui m'a surpris, une personne qui m'a laissé un commentaire agréable, hein, pas un commentaire désagréable, mais qui me fait: «Ah, mais c'est dommage là, tes slides», parce que je parlais en français, mais mes slides maintenant, je les fais tous en anglais, quoi. Et la personne me dit: «Ah, mais maintenant tu fais tes slides en anglais», et il me dit: «C'est dommage de faire ça». En moi, je me disais: «Mais maintenant, au jour où on est», encore il y a 8 ans avant, pourquoi pas, mais au jour où on est, heu, le plus gênant, et c'est toujours pareil, hein, quand on fait des remarques ou ce genre de choses, le plus gênant, c'est pas tant la remarque en elle-même, mais c'est plus si on prend du recul, que la personne puisse se dire ça. C'est ça qui est dommage pour lui, qu'en fait, c'est que, dans la tech à l'heure actuelle, bien sûr, on ne peut que lire de l'anglophone. Moi, j'achète pratiquement plus aucun bouquin en français. En tout cas, je retrouve pas, des bouquins en français sur, les thématiques que je veux. Et on ne peut pas, passer outre, ce genre de choses. Pareil, on l'a vu, sur les LLM. Les LLM, bien sûr, sont bien mieux entraînés pour, l'anglophone. Alors maintenant, bien sûr, ils sont adaptés aux différents langages, à beaucoup de langages même maintenant, mais on les a vus plus précis au tout début, très largement, sur le côté anglophone. Et même on voit aussi les comment on va dire? Les entraînements qui sont réalisés sur de l'anglophone ou sur du francophone vont pas forcément avoir la même orientation. Alors pas forcément les orientations politiques, mais les mêmes, orientations de solutions apportées par rapport à un prompt donné, d'un langage à un autre. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des différences, mais c'est de se dire aussi que l'anglophone est quelque chose qui est inévitable. Il faut adopter, forcément, quoi. Tout à fait, mais j'aime, bon, la partie d'attirer la communauté française, je crois que c'est très importante de créer le contenu, en effet, que tu te sens à l'aise. Donc, c'est ça, en effet, la motivation dedans. Et bon, de ne pas forcer exactement un contenu en anglais seulement pour être universel ou seulement pour avoir plus d'abonnés, etc. Donc, c'est vrai. Donc, maintenant, on parle presque tout l'anglais. Donc, on est obligé, en effet, dans ce contexte de technologie, dans le contexte d'entreprise, de formation professionnelle. Mais comme j'essaie aussi dans cet épisode-là, j'ai aussi un podcast d'Open Telemetry. On a fait des épisodes en espagnol. Ah oui. Certainement parce bon, un de nos ingénieurs est d'ici d'Espagne,
je parle aussi espagnol, mais je crois que c'est important d'ouvrir la possibilité aux utilisateurs qui parlent ces langues-là. Donc, c'est-à-dire, OK, on crée de contenu vidéo, etc., mais aussi on donne la possibilité de faire la localisation, non, de donner cette possibilité de parler en français, de parler en espagnol ou d'autres langues, justement pour attirer les gens. C'est clairement pas avoir une dichotomie parce que c'est Oui, impossible, c'est non, ça. de Ouais, continuer avec complètement. tous les chapitres dans une certaine langue. Mais c'est, comment dire, c'est vraiment la partie humaine, non, d'attirer la communauté, de, Mm. de, de se centrer, de pouvoir avoir cette option-là, non, plutôt donc dans la conscience. Et c'est important d'avoir une flexibilité. Donc, pourquoi pas on ne peut faire ça dans une autre langue? C'est important, oui, vraiment dans la technologie, on a presque 100% les conseils en anglais et tout le monde les peut comprendre, mais c'est bien d'avoir non, des discussions ou d'avoir attiré les communautés locales, non, les communautés locales, parce qu'ici aussi en Espagne, la communauté technique est très grande, est Mm. très intéressée, très curieuse, et c'est dommage de ne pas attirer ces communautés-là. Donc, pour moi, je vois ce côté, non, ce côté de parler avec les gens dans la propre langue, de les attirer, aussi d'expliquer les concepts techniques. Mais ça fait partie de Moi, je trouve que la tradition. c'est... Ouais, et puis ce que tu dis, m'amène quelque chose à l'esprit que je trouve que c'est des réflexions que je me suis fait ces derniers temps, justement, en faisant des vidéos en anglais. C'est que justement, en plus, il y a le côté, ça permet de comparer cette capacité à vulgariser dans un autre langage et de se dire, mais en fait, pourquoi je n'arrive pas à trouver le même niveau de vulgarisation et qu'est-ce qui fait qu'en fait quelque chose on le qu'est-ce pourquoi on passionne quelqu'un quoi en fait quoi, il y a beaucoup de philosophie en fait un petit peu derrière, hein. C'est Ouais, ouais. philosophique, mais comment on fait pour passionner quelqu'un? Donc il y a la richesse du langage, il y a le ton employé, et ça d'une langue à une autre en fait, bah, il y a des gens qui vont être fluents et que du coup, bah, l'un comme l'autre, ils vont être excellents dans les 2 et du coup, voilà. Moi, c'est pas mon cas. Et du coup, ça m'a permis justement de me challenger, de me dire, mais en tout cas, de me challenger en se posant ces questions-là et en me disant, bah tiens, si je veux progresser dans ça, quel levier je peux utiliser en fait pour pouvoir bah, essayer de progresser et aller vers ça. Donc je trouve ça, quoi, à titre personnel, si quelqu'un doit faire l'exercice, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça permet de comprendre que quand on est natif d'un langage, Mhm. forcément, le côté vulgarisation, parce que souvent, ça amène à une autre question. Souvent, on m'a dit: «Ah oui, mais ah, cette personne-là, elle est pas pédagogue ou telle personne n'est pas pédagogue». Pour moi, c'est faux, quoi. En fait, tout le monde peut être pédagogue. C'est juste qu'après, c'est est-ce qu'on quand on communique, est-ce qu'on le centre d'intérêt? Je dis pas que la personne ne veut pas le faire, mais est-ce qu'on veut faire quoi? Est-ce qu'on veut transmettre quelque chose? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? C'est plein de paramètres à prendre en compte qui font que la personne va être pédagogue. Moi, par exemple, je suis pédagogue, mais je suis beaucoup moins technique, quoi, en fait. Mais il y a des gens qui sont plus techniques, qui sont moins pédagogues. Parce que derrière, ça inclut des choses, des choix aussi, hein. Je vois dans les vidéos d'introduction que je fais parfois, bah, je dis aux gens, là, je vais pas utiliser le langage de la technologie justement pour faire abstraction de la complexité, pour donner la capacité aux gens de prendre en compte les choses et les faire rentrer en compte, progressivement. Une personne qui est très technique, bah, souvent, c'est ce qui fait qu'elle va être moins pédagogue, c'est qu'elle va pas avoir trop conscience dans sa tête que l'écart de vocabulaire qu'elle crée déjà d'emblée à l'entrée en utilisant le vocabulaire extrêmement technique de la technologie en question, va créer un fossé et fait que, bah, du coup, son discours va être pris en compte comme, moins pédagogue alors qu'en fait, il est capable de le faire quand même. Mais c'est juste, voilà, une question de quoi je pense qu'il y a souvent beaucoup une question de la manière dont on a de communiquer avec les autres quoi, en fait, hein, d'interagir avec les autres, hein, derrière tout ça, quoi. Voilà. Oui, donc certainement ça. Donc, bon, on est tous, donc j'aime beaucoup chaque fois quand je parle une certaine langue, j'ai des commentaires positifs ou négatifs. Mais certainement, les gens apprécient beaucoup que tu parles dans leur propre langue. Ouais, Fais exactement, ouais. l'effort, Ouais. fais l'effort de le faire et de connecter non, ces mondes-là, technologie, le monde de notre langue, c'est très important.
Donc, je voulais te demander, donc, juste pour la fin, donc, en approchant la fin de notre chapitre ici, donc, si tu as aussi d'autres conseils, parce que on avait eu plein de conseils super ici, donc, si tu as des conseils pour les gens qui veulent, je ne sais pas, ou créer une chaîne YouTube avec des contenus en français, en anglais, comment continuer, comment ils peuvent se centrer dans une technologie, comment continuer avec ses passions, et bon, tes propres leçons de ton parcours jusqu'à maintenant. Oui, alors, bah, déjà, on en a un petit peu parlé, effectivement. Alors, Ouais, la première chose, c'est déjà de se dire ne pas avoir peur du regard des autres. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. À ouais, l'oral, quoi qu'il arrive, toi, tu le connais, très, très bien parce que tu fais plein de talks partout et cetera. Ne pas avoir peur du regard des autres par rapport à ce que l'on fait. Il y a que les gens qui jugent, qui ont un côté négatif souvent, et souvent, en n'évaluant pas la totalité de ce qui a été produit par la personne. Donc ça, c'est hyper important, déjà la première chose. La deuxième chose, c'est pas être, trop, ambitieux dès le début. Alors c'est pas trop, à la mode, souvent les gens, maintenant aiment bien être ambitieux dès le début et se dire: «On va à la conquête du monde» et cetera. Moi, je serais plutôt comme, Jeff Bezos, c'est je sais plus comment il en anglais, comment il disait, lit Start little, je sais plus, enfin démarrer petit quoi, voilà. Moi, je suis plutôt comme ça, c'est-à-dire démarrer avec quelque chose de petit, démontrer, faire le proof of concept qu'on va dire, démarrer avec un tout petit truc, montrer que ça marche et puis ensuite améliorer les choses et petit à petit atteindre quelque chose qui est plus important. Moi, je partirais sur ce genre de choses, c'est-à-dire, ne pas partir trop ambitieux, pas faire trop de montage et cetera qui va demander beaucoup de temps et dont le retour ne va pas forcément être, tout de suite et le faire éventuellement pour plus tard, se dire ça c'est des versions V2, V3, V4 et cetera. Ça me paraît extrêmement important. Trouver aussi, au début pour se motiver, ce qui est important aussi, c'est avoir un peu de visiteurs, donc il faut aussi heu, comment on va dire? Faire des bons choix, entre les vidéos à buzz qui peuvent ouais, permettre d'apporter du monde, ne pas en faire de trop, mais en faire quand même suffisamment pour avoir quand même des vues, avoir des gens qui viennent. Ne pas non plus aller quémander trop auprès des gens, c'est-à-dire, forcer les gens à s'abonner. Ça, c'est pas du tout le bon plan parce que généralement ça donne des faux, entre guillemets «des faux abonnés». Alors c'est pas des vrais faux abonnés, mais c'est plutôt des faux abonnés au sens, c'est des gens qui vont pas venir consulter vraiment les vidéos ou si elles ils les consultent, ils vont en sortir tout de suite et ça va dégrader les ouais, statistiques qui sont prises en compte par YouTube pour positionner la vidéo encore mieux. Donc du coup, c'est l'effet contraire complètement. Donc il faut, que ce soit naturel quoi, en fait. Faut pas aller chercher les gens. Ce que j'ai pas forcément fait au tout début de la chaîne, j'ai été quémandé un petit peu au tout début. Mais après j'ai eu de la chance, très rapidement ça a percé. Et puis, pareil, ne pas hésiter, quand même à demander des conseils à des gens qui ont déjà des choses qui tournent depuis longtemps. On se dit: «Ces gens-là, ils sont au-dessus de tout le monde, on n'ose pas les contacter». Faut alors pas forcément les contacter pour dire: «Hey, like-moi ou fais quelque chose», mais contacter la personne. C'est ce qu'on a fait encore récemment, je sais plus, il y a quelques semaines, il y a une personne qui a fait ça pour, une chaîne YouTube de cybersécurité. ouais, Il m'a demandé des conseils. Bah, en fait, il m'a pas demandé, des likes sur sa chaîne. Il m'a dit: «Tiens, est-ce que tu as des conseils? Moi, je veux me lancer dessus, heu, sur quoi tu partirais? Quels sont tes conseils?» et cetera. Donc j'ai listé, voilà, je lui ai fait une réponse, je lui ai fait une réponse comme ça en message privé sur LinkedIn. Il me fait: «Ah, c'est génial, je m'attendais même pas à ce que tu me répondes». En fait, mais il ouais, y a pas de personne au-dessus des autres, en fait. Peut-être que la personne va répondre, peut-être qu'elle répondra pas, effectivement. Mais en tout cas, bah, moi, je pense que c'est important de quand même, solliciter l'avis d'autres personnes, ça me paraît extrêmement important. Ne pas trop, comment on va dire? Se focaliser sur les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'après on va vouloir faire du contenu pour les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ce type de contenu est très particulier. Il va pas forcément attirer les personnes qu'on souhaite attirer. Typiquement, moi, je préfère attirer des personnes qui ont tapé, à une époque, qui tapaient «débuter, Kubernetes» dans YouTube ou dans Google, que ouais, d'avoir des personnes qui viennent, parce que, je les ai, via LinkedIn, je les ai harponnés avec un post en storytelling de je sais pas trop quoi. Ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je trouve qui est important, même si les modes actuels vont un petit peu dans d'autres sens. Ne pas avoir des attentes trop ambitieuses, parce que la déception peut être très grande et je dirais, moi,
un des conseils les plus importants, en tout cas pour moi, c'est extrêmement important, c'est pas avoir une seule source de motivation, mais en avoir plusieurs. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce qu'en fait, vous allez y passer des dizaines d'heures par semaine. Moi, j'ai passé des dizaines d'heures par semaine sur la chaîne depuis le tout début et en fait, il y a des moments, ma motivation, ça va être, ce que je vais donner aux gens. Me dire: «Ah, je change la vie de certaines personnes». C'est un truc de dingue. Il y a des gens qui m'ont écrit des trucs, mais à pleurer, hein. J'avais les larmes aux yeux tellement les gens m'ont envoyé des choses, magnifiques. Donc ça, c'est des motivations, mais il y a aussi d'autres sources de motivation. À d'autres moments, ça va être strictement, comme on le disait au début de la chaîne, pour moi, c'était un peu égoïste. C'est pour apprendre moi-même les technologies, et cetera, parce que ça sert soit pour ma carrière, parce que ça sert soit pour l'entreprise aussi. Donc ça, c'est important. Il y a aussi le côté, geek, alors parce qu'on aime les technologies, et cetera. Ça, c'est important, mais c'est pas suffisant, en fait. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont là: «Ouais, mais il faut que je fasse un home lab, je vais faire un home lab de quoi?» et cetera. Je pense qu'il faut, c'est surtout que chacun trouve son moteur, son projet qui va le driver et ce projet, il doit être drivé par différentes motivations, ça c'est extrêmement important. Après, il y a le côté aussi, pour moi, à titre personnel, c'est aussi, le changement de carrière que j'ai eu et Mmh. de réussir à faire quelque chose que j'aurais jamais cru possible que je fasse. Alors à chaque fois, je me dis: «Tiens, c'est à chaque job que j'obtiens ou chaque, et cetera», je me dis: «Mais j'aurais jamais pu obtenir ça». Là encore, je vais aller dans une super entreprise française dans quelques jours, que j'aurais vraiment, mais jamais cru, pu atteindre de ma vie, d'un point de vue technologique, pas de c'est pas un côté financier, et cetera. C'est pareil, on fait pas une chaîne pour le côté financier parce que ça une chaîne tech, ça rapporte rien, hein, franchement. Hem, mais on le fait pour le côté, voilà, c'est un challenge, technique. Ça permet de montrer ce qu'on sait faire aussi, hein. Moi, assez souvent, les gens, alors maintenant, bon, c'est un peu plus facile, mais assez souvent, les gens m'ont dit: «Ah bah oui, mais voilà, on a vu que tu avais fait des vidéos sur ça, est-ce que tu peux nous en parler?» Ouais. ou «OK, ah, tu as parlé de ça dans tes vidéos, nous, on aimerait bien avoir ton avis, gna gna gna» et cetera. Ça permet derrière de montrer que voilà, qu'on sait faire des choses, comme il y a des gens qui ont des dépôts GitHub, voire on peut faire les 2 à la fois, avoir des dépôts GitHub et montrer ce qu'on sait faire à côté. L'envers du décor aussi, c'est que les gens ont une tendance, c'est l'effet écran, à surévaluer la personne qui est en face. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, délicat. C'est-à-dire que souvent les gens, se disent: «Ah, il est exceptionnel parce qu'il s'est touché à toutes ces technologies-là» ou je sais pas trop quoi. Ce qui est faux, quoi. En fait, ça reste un écran. C'est-à-dire, pour moi, la valeur, technologique d'une personne, elle s'évalue sur la production. C'est-à-dire la capacité de la personne en production à faire ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit, le bon debug et cetera. Et ça, et c'est ce qui fait que j'ai jamais switché, on m'a souvent proposé des jobs pour devenir prof ou ce genre de choses, donner des cours. En fait, non, parce que j'aurais trop peur de perdre la valeur de ce que c'est que de travailler sur un environnement de production. C'est un truc, un home lab me suffit pas, quoi. Par exemple, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, mais tu as pas de home lab, tu as pas de choses comme ça». Alors j'en ai eu à une époque, mais pour moi, en fait, le home lab c'est pas me suffit pas, mais comment on va dire? Il y a pas les challenges que je retrouve sur une production. Tout C'est-à-dire, à fait. avoir des milliards de requêtes HTTP par jour, ça je l'aurais pas eu sur mon sur mon blog, xavkif.blog, clairement pas. Avoir, je sais pas, des latences, avoir, des téras et des téras ou des centaines de téras ou je sais pas trop quoi à backuper, ça on l'aura pas. Avoir un client qui dit: «Moi je veux 0 downtime, je veux tatati tatata», on l'aura pas avec la même pression. Le Ouais. travail sous pression et cetera aussi est très important. Mais ça, c'est quelque chose qui a une valeur, pour moi très importante. Donc c'est pareil, donner du retour d'expérience, c'est ce qui fait que sur la chaîne aussi, je fais des vidéos aussi de retour d'expérience où, Mmh. c'est alors ça reste mon expérience à moi personnelle, parce que chacun a son expérience, chacun a son avis et heureusement, hein, bien sûr. Mais, voilà, ça permet d'enrichir un petit peu le débat. Donc ne pas hésiter aussi à donner son avis, alors pas en mode, critique, on va dire négative, mais en mode plutôt critique positive, en disant voilà, heu, moi j'évite de dire: «Ah j'aime pas cette technologie-là». C'est, chaque technologie a une place. Il faut juste, comprendre à quel endroit on l'utilise. Peut-être qu'on l'utilise moins souvent l'une que l'autre et cetera, mais il faut éviter ce genre de choses aussi quand on fait une chaîne, d'être fermé avec des idées, comment on va dire? Préétablies. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la vie en général. Des choses avec lesquelles je lutte tous les jours aussi, parce que c'est un peu naturel, l'humain souvent a un avis un petit peu arrêté souvent sur les choses, donc il faut savoir sortir de ça. Ouais, Voilà un donc petit peu, mais si je peux donner quelques conseils et surtout allez-y, que les gens n'hésitent pas et on n'est pas assez en francophone aussi à avoir des chaînes YouTube, j'aimerais bien avoir,
beaucoup plus de gens qui fournissent des choses. Aller voir les chaînes indiennes aussi. Moi, c'est les chaînes indiennes, hein, qui m'ont donné envie de commencer au tout début, hein, il y a 7-8 ans, avec ce format playlist. C'était les premiers où j'ai trouvé des séquences, justement. La séquence que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est je sais plus, même plus quel youtubeur, mais c'était des youtubeurs indiens que je regardais. Il y en avait un ou deux qui faisaient ça, et je me dis, mais à un moment, mais pourquoi ça n'existe pas en francophone? Et j'ai juste copié la chose, quoi. C'est pas... Ouais. Non, mais moi aussi j'aime parce que bon, je voulais faire de retour en fait, parce que j'étais à une conférence et j'étais en contact avec une personne en francophone et on commençait tous à poser des vidéos bon, en français, d'expliquer des trucs comme ça. Et c'était vraiment le même parcours que tu as donné. Donc c'est pour ça de se pouvoir s'expliquer, aussi de développer, non, de créer son personal branding, mais c'est pourtant à partir de sa propre expérience en production, non? En tant que SRE, en tant que DevOps ingénieur, etc. Donc, c'était seulement pour donner des retours à autres gens et aussi de construire son personal branding parce que pour lui, bon, bon aussi c'est important comme histoire personnelle de son background, d'où il a commencé, etc. Et pour moi, c'est très important, non, d'avoir le contact, de donner la vie à la communauté. Et pour moi, je voulais faire un retour. Tu crois que, bon, en commençant à créer le contenu, en écrit, en vidéo, tu peux te reconnaître maintenant plus dans ton personal branding, de faire, OK, maintenant j'ai toutes ces technologies, je crois que ma chaîne est plutôt que moi, donc de voir dans ton travail, dans ce point de vue. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est important sur plein d'aspects. Ça m'a apporté de la confiance que j'aurais personnellement, ouais, j'aurais certainement pas eu, certainement. Ça m'a ouvert des communautés que j'aurais jamais trouvées, quoi, où j'aurais pu accéder facilement, et cetera. J'ai rencontré des gens qui pour moi étaient inatteignables dans la sphère tech. J'ai pu parler avec ces gens-là alors que j'aurais jamais cru y parler. Ça m'a ouvert des entreprises dans lesquelles j'aurais jamais cru pouvoir travailler un jour, quoi, en fait, hein, vraiment. C'est Ouais. quelque chose qui est important. Et ça, c'est quoi? Parce que en fait, c'est la chaîne, c'est comme tu dis, c'est le personal branding, mais c'est pas le personal branding au sens où comment on va dire? On joue une pièce de théâtre, moi, en tout cas, c'est ce qui transpire un peu par la chaîne, c'est que la chaîne me reflète, quoi, en fait, vraiment, quoi. C'est ma personne, quoi. Donc les gens savent que je suis passionné, ça se voit à travers la chaîne, ça se voit à travers d'autres choses, connaissent certaines de mes convictions, quoi, en fait, et ça, c'est pareil. Enfin, et du coup, ça montre vraiment qui on est, hein. On se met un petit peu à nu, hein, quand c'est comme ça. On montre qui on est auprès de la communauté, et je trouve ça plutôt bien, en fait, hein, en tout cas, assez souvent, c'est plutôt positif, que de faire ce genre d'exercice. Je trouve que c'est important, quoi. C'est quelque chose qui est... Ouais, moi je le recommande vraiment à plein de gens, que de le faire, surtout quand on est jeune aussi, hein. Quand Mhm. on est jeune, on a besoin justement d'avoir des retours, des retours des gens, en face de soi, de prendre de l'assurance, quoi, en fait, aussi. Et ça, la chaîne apporte vraiment ce genre de choses. Je trouve que c'est quelque chose qui est positif. Et puis bon, c'est dans la vie, moi je suis quelqu'un, il faut avoir des projets dans la vie, quoi, en fait. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être d'autres choses. Il faut se passionner dans la vie. La vie, elle est faite de passion, quoi, en fait. Si on n'a pas de passion dans la vie, on n'a rien. Apprendre et acquérir de la connaissance sans partage, pour moi, c'est pareil. Là, typiquement, tout ce que j'apprends dans les technologies, si je n'avais pas l'occasion de la transmettre à quelqu'un, que ce soit un stagiaire, par exemple, ou une personne, un junior, et cetera, ou via la chaîne YouTube,
ça n'aurait pas d'intérêt que j'apprenne tout ce que j'apprends, quoi, en fait. Pour moi, la transmission compte à 50 en fait, de l'énergie que je dépense pour apprendre des choses, quoi. En fait, ça a toujours été comme ça. Quand je faisais du sport, quand je faisais du coaching ou ce genre de choses, j'étais pareil. C'est bon, chacun a ses comment on va dire? Ses particularités. Moi, c'est une particularité qui est forte, hem, quelque chose qui j'ai besoin de quelque chose qui me motive, tout comme quelque chose qui me motive pas, en fait, du coup, je m'y intéresse vraiment pas, quoi, en fait. C'est vraiment, c'est mon défaut ça aussi, hein, il faut reconnaître ses défauts, c'est mon défaut. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus, pro là-dessus. Moi, si quelque chose, je ne suis pas curieux de cette chose-là, je serai beaucoup moins performant que si je suis curieux, passionné de ça et cetera. C'est clairement quelque chose d'important. Bon, avec ces mots-là, donc merci beaucoup Xavier pour Bah, tous merci, ouais. ces mots, donc toutes ces expériences. Et je crois maintenant que notre communauté peut voir tout ça. Bon, visiter ta chaîne, donc c'est motivé beaucoup. Et bon, on espère qu'on va produire aussi d'autres chapitres en français, en espagnol, en autres langues. Ouais. Euh, et bon, merci pour Alors votre... on va vous suivre de près. Super ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est vraiment une très, très bonne initiative et très, très intéressant, quoi. Merci à vous, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.